Venez à moi, vous tous qui m'aimez, et laissez-moi vous combler. Venez à moi, les pauvres, les blessés, venez à moi, petits et malheureux. Venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui ployez sous le fardeau. Venez à moi, vous tous qui m'aimez, et laissez-moi vous combler. Venez à moi, vous tous qui m'aimez, et laissez-moi vous combler. Je remercie les responsables qui ont souhaité qu'on puisse tenir ces échanges et qu'on puisse faire entendre un autre son de cloche que celui qui prédomine présentement dans la plupart des médias quand on parle, par exemple, de liberté en éducation, de droit des parents, liberté de choix. Et ce sont des questions qui, en fait, intéressent tout le monde et il est souhaitable qu'on puisse entendre à ce sujet-là une diversité d'opinions. Et ces entretiens ont comme but de permettre cette diversité, laquelle se reflète tout au mal dans un grand nombre de médias. N'oublions pas que la diversité des opinions contribue à la qualité de la vie démocratique, à la santé de la vie démocratique. Et c'est cette diversité que nos rencontres veulent rendre plus vraie, plus concrète. J'ai le plaisir de vous présenter ceux qui vont participer, je dirais, en première instance à ces échanges. Très brève présentation. Chacune, s'ils veulent, se sentent mal présentés ou insuffisamment présentés, pourront toujours ajouter quelque chose. Alors, il y a Gary Caldwell, sociologue, et maintenant, en plus de ça, je crois... habitant. Gentleman farmer, comme non, ben je vis de ma ferme. Vit dans une fermier. Ferme, en Estrie. Ensuite, Madame Jocelyne Saint-Cyr, mère, grand-mère, journaliste, retraitée, et très active dans les débats actuels concernant surtout l'avenir de l'école au Québec. Claudette Lavallée, psychoéducatrice, catéchète, mère de 4 enfants. Ensuite, Émile Robuchon. Émile Robuchon, je n'ajoute pas connu comme Barabas dans Passion, là, mais assez bien connu. Pédagogue et historien, directeur général de l'Institut Marie-Guyard. Guy Durand, théologien, juriste spécialisé en éthique, professeur émérite de l'Université de Montréal. Puis-je ajouter un petit peu comme les femmes ont fait, que nous avons 3 enfants? Oui. Ajoute 3 enfants, c'est ça? Et combien de petits-enfants? 4. Ah, ben c'est bien. Hein? C'est la relève, c'est la relève. Oui, c'est ça. Je m'appelle Louis O'Neill, je suis professeur émérite de théologie à l'Université Laval. Jadis, j'ai connu un bref séjour en politique dans le domaine des communications et de la culture. Et disons, pour mentionner un fait qui nous rapproche plus peut-être du thème que nous allons, des principaux thèmes que nous allons aborder ensemble, j'ai eu l'honneur et le plaisir, il y a quelques années, 1962-1964, c'est pas d'hier, hein, de faire partie de l'équipe de rédaction, du comité de rédaction qui avait préparé le mémoire que l'Association d'éducation du Québec
présentait à la commission parent. Alors, ça m'a permis, c'est une des belles expériences que j'ai vécues et j'étais là au moment, là, on peut appeler ça les débuts de la Révolution tranquille, c'est ça. Hein? Alors, voilà pour les présentations. Thème de notre première rencontre, nous avons pensé qu'il serait utile, éclairant, d'effectuer un certain retour dans le passé. C'est notre maître le passé, disait Lionel Groulx. Nous nous connaissons mieux si nous connaissons d'où nous venons. Nous avons besoin d'un éclairage qui vient du passé. Par exemple, nous vivons ce moment où on nous prépare, on nous propose une sorte de coupe à blanc dans le domaine de l'enseignement, surtout de l'enseignement religieux. Qu'est-ce qui s'est fait autrefois? D'où venons-nous? Est-ce que les gens avant nous ont fait des choses utiles? Est-ce que ce passé se résume à ce que certains appellent une grande noirceur? Ou bien il y a aussi quelques clartés? Et ce que nous pouvons tirer des leçons de ce passé pour nous aider à construire l'avenir. En somme, les échanges qui vont venir après devraient normalement être éclairés par une certaine lecture du passé. Faut-il, comme certains, avoir honte du passé? Est-ce que nous souffrons du syndrome de ce qu'on a appelé la mémoire honteuse? Alors, c'est le genre de questions que je soumets en vrac. Et pour ouvrir le débat, je vais demander à notre ami Émile Robichaud de prendre la parole succinctement, mais avec quand même un certain espace. Je me rappellerai à l'ordre si je ne suis pas assez succinct. Vous me permettrez à ce moment-là, moi je suis pédagogue et historien, alors c'est l'aspect histoire qui va m'amener à lancer ce débat. Je pense que quand on parle de grande noirceur, d'abord, c'est une chose qui est connue par les historiens, que quand arrive une transformation, on essaie toujours d'aggraver le problème ancien, de façon à montrer que la solution nouvelle est extraordinaire. Alors, plus la situation antérieure était catastrophique, plus, évidemment, la solution salutaire est mirobolante. C'est un peu ce qui nous arrive. Ce que je pense, quand on parle de grande noirceur, c'est qu'on ne tient pas compte de ce que notre histoire a été. On parle beaucoup de la conquête. Je pense qu'il ne faut pas oublier que nous étions, nous, les Français d'Amérique, nous étions à la tête d'un immense empire. L'Empire français d'Amérique, c'était quelque chose de considérable. Donc, il y avait là une bourgeoisie qui était en place, il y avait là une société qui commençait à s'édifier, comme toutes les sociétés normales s'édifient, avec ce qu'on appelle des bourgeois, des hommes d'affaires, des intellectuels, des politiques. Il y avait tout ça qui s'organisait. On pourrait y revenir tantôt si les gens ont des questions à poser. Quand la conquête se produit, c'est un choc immense qui se produit. Il faut comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, les gens qui, en 1763, ont bien conscience de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la France cède son empire français d'Amérique, en bonne partie, à l'Angleterre. Les gens qui sont ici, ce qu'on appelle l'élite de la société, si vous voulez, les grands bourgeois, les hommes d'affaires, les politiques, bon, ces gens-là ont très bien compris que ce qui va maintenant se mettre en place, c'est un ordre anglais. Donc, ils savent bien qu'ils n'ont plus leur place. Les grands marchands savent très bien que les lignes d'affaires, que l'armée anglaise ne va quand même pas protéger des francophones. Alors, ces gens-là partent. 1763, la société, on peut dire que la société québécoise a été décapitée. C'est-à-dire les bourgeois, les hommes d'affaires, ces gens-là sont partis. Sont restés à ce moment-là deux types de personnes. Les habitants, ceux qu'on appelait les habitants, les gens du Québec, les gens ordinaires, le peuple ordinaire, et les curés qui sont restés ici parce que, comme on l'a souvent dit, l'histoire des missionnaires nous le prouve, les gens qui venaient ici, partant de France à l'époque, au Québec, ce n'étaient pas des gens qui venaient pour faire une carrière. C'est des gens qui étaient animés par une foi profonde et qui croyaient beaucoup à ce petit peuple. Donc, ce petit peuple se retrouve en 1763 avec très peu de ressources et décapité. Et c'est le début de cette longue remontée.